un extrême résumé globalement de ma présentation. Je vais reprendre les choses les unes après les autres, voilà, tranquillement. Je suis très contente d'être ici. Pour vous raconter une petite histoire, Yann m'a téléphoné pendant mes vacances cet été, donc c'était en plein mois d'août. J'étais en vacances à Roscoff, bien installée. Et là, j'apprends qu'un professeur en art, sciences et technologies, voulait me faire intervenir devant ses étudiants. Et donc, je suis ravie de voir qu'il n'y a pas que ses étudiants, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues profiter de l'intervention. Et alors, je lui demande, là, pendant mes vacances, qu'est-ce que tu veux que je raconte, en fait enfin, différentes interventions, mais qu'est-ce qui t'intéresse? Et donc, il me dit, ce que tu veux. Si tu veux une intervention spécialisée en milieu marin, océanographie, biologie marine, c'est pas vraiment, moi je suis pas spécialiste de milieu marin. J'ai fait plein de choses dans ma vie avant d'arriver à l'Ifremer, mais je suis pas spécialiste. Il me dit, mais c'est super intéressant que tu sois pas spécialiste, parce que justement, des fois, des étudiants, ils peuvent se dire qu'on a un chemin qui est tout tracé, et c'est peut-être chouette de voir qu'il y a des gens qui ont fait autre chose avant d'arriver à leur métier d'aujourd'hui. Donc, je vais démarrer par ma vie professionnelle, ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va permettre de voir effectivement qu'on n'a pas forcément un chemin tout tracé quand on déroule sa carrière. Et puis après, je demandais à Yann, je lui dis, mais est-ce que tu veux que je parle de l'Ifremer ou c'est pas vraiment le sujet? Ah si, ça doit être aussi mon l'Ifremer, donc je vais lui présenter un petit peu l'Ifremer. Ce ne sera pas non plus très très long, mais ça va donner quand même le contexte. Et aujourd'hui, je suis directrice adjointe d'un département scientifique à l'Ifremer. Je me disais, c'est peut-être pas très intéressant de présenter une fonction de direction, beaucoup d'animation, de coordination, de gestion. Je ne sais pas si je vais vraiment parler de ça. Je me disais, Yann, t'es sûr, il n'y a pas un sujet vraiment tu veux que je déroule? Il me disait non. Je dis, bon, avant d'être directrice adjointe, je travaillais, j'ai mis en place une directive européenne. Le jeu de cette directive, c'était d'améliorer la santé des océans. Est-ce que ça peut être bien pour l'intervention? Je me dis, ça doit être super. Et donc, on va continuer sur le sujet, la santé des océans. Puis, je vais terminer avec un petit clin d'œil pour l'IHEST, le slogan, le sous-titre, je ne sais pas comment nommer ça, mais c'est décider avec les sciences. Et je vais essayer de regarder, de vous montrer comment, à travers cette directive et cette expérience-là, on a eu de temps en temps ces petits achoppements entre la science et la gestion et comment on a pu, en tant que scientifique, aider les décideurs à pouvoir aussi progresser et prendre des décisions. Alors, on va démarrer sur la vie professionnelle, que vous sachiez un petit peu d'où je vous parle aujourd'hui. Donc, Yann me disait en introduction, je suis ingénieur agronome. Donc, l'agronomie, c'est globalement s'intéresser à la science du vent, système de production, dans les milieux dans lesquels ils sont. Donc, c'est des formations assez généralistes. Donc, moi, j'ai fait mes études à Rennes. Et mon stage de fin d'études et ma première expérience professionnelle, c'était autour de la gestion intégrée des forêts à Madagascar. Donc, je travaillais à Madagascar. Ça a été la première fois où j'ai commencé à toucher du doigt la gestion des écosystèmes. Donc, il y avait une réglementation malgache. Il y a un petit souci? Non, on était avec le professeur malgache à l'instant que je la cherchais. Ah, ok. Ça aurait été un plaisir de l'avoir. Moi, j'étais à l'époque, en 2003, c'est pas tout récent, mais donc à Madagascar pendant quelques mois pour étudier la manière dont s'était déroulée une politique de préservation des forêts, avec un regard particulier sur la manière dont les populations avaient été concernées, impliquées ou pas, et les enjeux socio-économiques qu'ils avaient également été pris en compte ou pas. Donc c'était intéressant de regarder, vraiment sorti d'école, la manière dont venaient se croiser les enjeux socio-économiques et les enjeux environnementaux. Je me suis posé la question après de faire une carrière internationale, plutôt en développement international, mais plutôt en développement local en France. Et finalement, je suis restée en France, donc j'ai travaillé dans le Finistère, dans une fédération départementale d'associations qui s'appelle les CIVAM. L'objectif de cette association, de cette fédération, c'est d'avoir des campagnes qui sont vivantes. Donc globalement,
Ce sont des associations qui vont proposer d'accompagner les agriculteurs dans la diversification de leurs activités. Donc ils vont soit développer l'agronomie direct, soit ils vont faire de l'accueil à la ferme. Moi je travaillais avec ceux qui faisaient de l'accueil à la ferme. Je les accompagnais pour accueillir les scolaires, pour parler de leur métier, expliquer comment ça marche une ferme, ce qu'on mange, d'où ça vient. Je les accompagnais aussi pour travailler sur de l'accueil social. Donc certains accueillaient pendant les vacances des enfants de Mantes-la-Jolie. Donc Mantes-la-Jolie, c'est en banlieue parisienne. C'était des enfants qui, pour certains, n'avaient pas l'habitude de partir en vacances, qui, pour certains, n'avaient jamais vu la mer. Et nous, on était dans le Finistère, on était entourés par la mer. Donc pour eux, c'était une belle opportunité. Puis de croiser les regards. Je les accompagnais aussi en banlieue parisienne, au milieu des tours. C'était pas du tout leur environnement habituel. C'était vraiment des chouettes expériences. Et le dernier type d'accueil que je travaillais avec eux, c'était de l'accueil toujours social, en accompagnant des femmes d'agriculteurs à devenir accueillantes familiales. Donc ça, c'est un métier en France, pour accueillir chez soi, à la place de l'accueil en institution, des personnes âgées ou des adultes en situation de handicap. Donc c'était une manière aussi pour les femmes d'agriculteurs d'avoir un métier, d'avoir un revenu complémentaire à leur vie. Donc je fais ça pendant quelques années. Et puis la vie m'a amenée en Aquitaine, donc le sud de la France, au comité régional de pêche et de l'élevage marin. Donc là, je travaillais avec des pêcheurs qui, eux aussi, avaient envie de diversifier leurs activités. Ils avaient envie de faire de la vente directe, ils avaient envie d'accueillir des touristes sur les bateaux. Et donc ça a été un peu la creusée de mes compétences et de leurs besoins. Et donc je les ai accompagnés donc là, sur un contrat un petit peu plus court sur ces activités-là, en les accompagnant aussi après de manière je dirais un peu plus générale sur le suivi administratif de la structure. Et on a aussi déposé avec les acteurs locaux un projet européen qui leur a permis d'aller encore un petit peu plus loin. Donc c'était un contrat un petit peu court et ensuite je me suis retrouvée à rechercher du travail, ce coup-ci en région bordelaise, et la vie m'avait amenée à Bordeaux. Et ça a été le premier pas de côté, c'est-à-dire que j'avais commencé à développer pas mal de compétences en organisation, en gestion de projet, en animation. Et là, il y a une association, une fédération d'associations du secteur social qui rassemble des associations qui gèrent les centres d'hébergement pour des personnes sans abri, pour des femmes victimes de violences, pour des demandeurs d'asile ou des personnes qui sont en grande précarité. Et cette fédération cherchait un coordinateur qui avait pour animer l'ensemble de la fédération sur toute la région Aquitaine. Donc moi j'ai fait ça pendant quelques années, un gros travail d'animation, aussi un gros travail de représentation de l'ensemble du secteur de la précarité auprès des pouvoirs publics, pour que ces personnes qui sont rarement entendues puissent l'être et puissent bénéficier de leurs droits. Et donc j'ai accompagné cette fédération pendant à peu près 5 ans. Puis la vie m'a menée à Nantes. Et donc là, je suis passée dans une phase un peu plus concrète en gérant des établissements ce coup-ci. Donc j'étais toujours dans une association. Ce coup-ci, j'étais dans le champ du médico-social, donc le handicap. Et je gérais des établissements. J'étais directrice adjointe d'une association, certains connaissent peut-être, donc la fédération ADMR. La particularité en Loire-Atlantique, c'est qu'elle gère des établissements. En France, c'est une association qui intervient beaucoup en service à domicile, mais en Loire-Atlantique, elle gère aussi des petites structures d'accueil pour des adultes en situation de handicap. Donc moi, je m'occupais de toute la partie accueil pour les adultes en situation de handicap. On gérait à peu près une vingtaine de foyers d'accueil et d'hébergement. Donc là, c'était une grosse structure, il y avait presque 300 salariés, donc une grosse gestion humaine, une grosse gestion financière, encore et au plus près des personnes fragiles, donc là, des adultes en situation de handicap. Et puis, donc j'avais quand même expérimenté différents secteurs d'activité. Les compétences étaient globalement les mêmes, mais les domaines d'intervention étaient vraiment très très différents. Et j'ai eu envie, après peut-être à peu près 8 ans, c'est pas de côté, de revenir sur le secteur scientifique. Et donc là, j'ai eu l'opportunité de trouver l'IFRAMER, qui cherchait quelqu'un qui avait des compétences en gestion de projet, en animation, en représentation, en interaction avec les services de l'État.
Et eux, ils cherchaient quelqu'un pour mettre en œuvre une directive européenne. Je ne vais pas vous la détailler maintenant parce que ça va vraiment faire l'objet des diapos suivantes. Voilà, coordonner une dizaine d'établissements scientifiques, donc la première. Donc j'ai fait ce travail-là de 2018 à 2023. Et puis ça a été, l'IFREMER a arrêté d'intervenir pour la directive, et donc à partir il y a à peu près 2 ans, maintenant début 2024, moi je suis devenue directrice adjointe d'un département scientifique qui s'appelle l'océanographie et dynamique des écosystèmes. Donc ça consiste globalement dans mon travail à coordonner toutes les activités d'appui aux politiques publiques, tout ce que fait l'IFREMER pour aider les services de l'État. Donc on a un certain nombre de conventions qui sont signées entre l'Institut et les services de l'État, donc il parle beaucoup de gestion de conventions, négociations, et puis ensuite de mise en œuvre de nos activités, soit des activités de surveillance, soit des activités d'expertise. Principalement, je vais vous en détailler quelques-unes. Ça va vous donner des exemples. Et puis, comme le disait Yann tout à l'heure, 2024, ça a été l'année où j'ai aussi découvert l'IHCST, l'Institut des hautes études pour les sciences et la technologie, donc j'ai fait une formation l'année dernière. Alors j'ai dit que j'allais vous donner quelques informations sur l'IFREMER, si j'imagine que vous connaissez pas forcément tous. Donc l'IFREMER, c'est un institut de recherche qui est entièrement dédié aux océans, qui va intervenir à tous les endroits de l'océan, du plus profond, les abysses, jusqu'à la surface, de la zone la plus côtière jusqu'à la zone la plus au large. Son statut, c'est un établissement public d'intérêt commercial. Donc il y avait deux autres entités auparavant qui se sont réunies en 1984 pour former l'IFREMER. Le fait que ce soit un établissement public d'intérêt commercial, ça lui donne une petite couleur particulière. C'est-à-dire que c'est un établissement de recherche. Donc dans l'émission, il y a effectivement les activités de recherche, c'est des activités essentielles pour l'IFREMER. Mais l'Institut intervient également sur 2 autres missions qui sont tout aussi importantes, que sont l'innovation, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de travaux qui sont menés avec les entreprises pour faire du transfert de la science vers les entreprises. Et puis, on a aussi tout un plan d'activité qui est la production d'expertise pour les services de l'État. Donc ces 3 activités, que ce soit la recherche, l'innovation ou la production d'expertise, elles visent à protéger, à restaurer les océans, à gérer durablement les ressources, par exemple les ressources halieutiques, les stocks halieutiques, à gérer durablement le milieu marin. Et comme on est un établissement public, on a aussi une attention au partage des données que l'on recueille, l'ensemble des données océanographiques qui sont mises à disposition gratuitement sans condition d'utilisation. Donc on intervient sur des domaines très variés. Je fais quelques petites infographies en bas sur des thématiques d'intérêt. Ça peut être de déployer des capteurs, des systèmes d'observation, ça peut être d'autres chercheurs qui vont faire de la modélisation pour réussir à prévoir, à prédire l'évolution des océans. Il y en a qui vont travailler sur les volets sanitaires, il y en a qui vont travailler sur la conchyliculture, il y en a qui vont travailler sur la pollution des océans, etc. Je ne détaille pas tout, mais c'est vraiment l'océan pris dans toute sa globalité qui est étudiée au sein de l'IFREMER. Donc on intervient sur toute la France, donc à la fois les façades de l'Hexagone, donc la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, et on intervient aussi sur les 3 grands océans. Donc on a une délégation aux Antilles, une en Guyane, une à Saint-Pierre-et-Miquelon. On est aussi présent, personne à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti pour le centre Pacifique. C'est à peu près 1500 salariés, donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme, l'IFREMER, mais ça reste quand même assez grand pour être en capacité d'avoir une implication assez globale. Et sa dernière particularité, c'est que c'est l'IFREMER qui gère la flotte océanographique française. Donc la flotte océanographique française, ça rassemble les navires scientifiques et les différents engins. Pour vous donner un exemple. Donc les navires scientifiques, je vous en ai illustré 2 ici. Vous avez le plus gros, c'est Thalassa. Sa petite particularité à ce navire, c'est d'être vraiment spécialiste des évaluations des stocks. C'est-à-dire que quand les scientifiques vont regarder
comment se portent les stocks halieutiques, les populations de poissons. En général, ils utilisent ces bateaux-là, en tout cas sur la partie Manche atlantique, c'est Thalassa qui est utilisé pour les campagnes halieutiques. Et le plus petit en dessous, c'est le thalia. Donc ça va être utile pour les scientifiques qui vont avoir besoin d'aller plus près des côtes, et parfois peut-être dans les estuaires, donc ils ont besoin d'un bateau qui est plus petit, qui a un fond qui est moins, qui est aussi moins grand, ils vont pouvoir s'approcher des estuaires. Pour des scientifiques, ça peut être important, par exemple, quand ils vont aller regarder les nurseries de poissons, là où on lisse les petits poissons, c'est un petit bateau. Et puis à côté, je vous ai mis une belle image de Victor Simil. Donc Victor Simil, c'est un engin qui descend à 6 mm. Donc il est téléopéré, il y a un câble qui est relié au bateau, et c'est un engin qui permet de faire de l'observation. Donc il peut prendre des photos, il a différents capteurs, et puis il peut aussi faire des prélèvements. Donc si vous êtes intéressé, vous inviterez à aller regarder le site, il y en a beaucoup d'autres, des navires et des engins qu'on a sélectionnés comme ça. Et le dernier élément peut-être sur l'Ifremer qui va vous permettre aussi de comprendre comment à un moment donné cet institut s'est retrouvé à accompagner le ministère de l'Environnement sur la mise en œuvre d'une directive européenne. C'est que, je vous le disais à l'instant, on a 3 missions, donc la recherche, l'innovation et l'appui aux politiques publiques. L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les sciences qui sont travaillées par les chercheurs, elles puissent être utiles pour les décideurs, les services de l'État, quand ils vont avoir des décisions à prendre, et qu'elles puissent aussi éclairer les citoyens dans leur choix et dans leur réflexion. Donc ça, c'est vraiment une part importante de nos travaux. On peut décliner en 3 entrées. La première, ça va être d'éclairer et d'organiser le dialogue avec la société. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'actions qui vont être auprès des scolaires, qui vont être auprès du grand public. Donc là, je vous ai donné, par exemple, l'exemple de Phénomère. Phénomère, c'est aujourd'hui une application qui permet à du grand public de pouvoir déclarer des eaux colorées. Quand vous vous baladez au bord de la mer et que vous voyez que tout d'un coup la mer est toute rouge, vous pouvez utiliser Phénomère et déclarer un nombre de phytoplancton. Et puis les scientifiques vont aller faire un prélèvement et regarder qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une algue toxique, est-ce que c'est pas une algue toxique. Ça permet de nous prévenir, c'est de la science participative. Il y a un autre exemple qui est Ocean Spy. Donc là, ça permet d'aller regarder, aider à identifier la macrofaune sur les fonds. Et puis on intervient aussi très souvent sur différents colloques, différentes animations. Dès qu'on a l'occasion de pouvoir expliquer le travail qui est fait par les uns et les autres, en général, on est là pour pouvoir expliquer, dialoguer avec la société. Donc ça, c'est une première approche de la politique publique. La deuxième, je vous parlais tout à l'heure de l'expertise à disposition des décideurs. Donc on est entre 80 et 100 expertises qui sont réalisées tous les ans. Donc l'année dernière, je vous ai mis le chiffre de l'année dernière, c'était 85. Je vous en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et puis notre 3e mission en appui politique publique, c'est la surveillance de milieux marins. Donc ça c'est pareil, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Là vous avez devant vous un chercheur qui est en train de travailler sur un récif d'Hermel. C'est des habitats qui sont des habitats d'importance. Et donc régulièrement, il y a des suivis qui sont faits pour vérifier si l'habitat est toujours en bonne santé. Donc ces fonctions, ces missions d'appui aux politiques publiques, c'est à peu près un tiers de notre activité, donc c'est vraiment important. Et ça vient mobiliser un grand nombre de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens, c'est-à-dire qu'on est sollicité pour des avis et des expertises sur énormément de thématiques. Ça peut être des questions environnementales. Par exemple, sur le schéma en bas, vous voyez le résultat de travaux de surveillance du littoral pour connaître l'état écologique du littoral, sur les exploitations d'algues, le développement anormaux de microalgues, la prolifération des algues vertes, on avait peut-être entendu parler, le suivi des contaminants chimiques. Voilà. On peut intervenir en expertise sur les enjeux environnementaux. On va aussi intervenir en expertise sur les ressources halieutiques. Donc, je vous ai mis l'extrait d'un poster qui a été présenté l'année dernière sur l'état des stocks, l'évolution de l'état des stocks en France, donc les populations de poissons. On peut être sollicité sur des enjeux d'énergie. Donc, c'est vrai qu'il y a le développement de l'éolien en mer en ce moment qui
qui est vraiment d'actualité. Donc, l'IFREMER est aussi sollicité sur ces travaux-là. On peut être sollicité sur des expertises sur les risques naturels. Donc là, l'exemple que je vous ai mis sur la photo en haut à droite, c'est le volcan à Mayotte. Donc l'IFREMER surveille le volcan à Mayotte en lien avec le BRGL. On est aussi sollicité sur les risques sanitaires. Donc là, c'est la photographie, c'est un exemple dans un labo des suivis microbiologiques, alors soit bactériens, soit virus. Et puis sur les ressources également, je vous ai mis en bas à droite une photo d'un réseau de suivi qui s'appelle Ecoscopa et qui permet de vérifier la bonne santé, la bonne croissance des huîtres. Donc voilà, c'est différents aspects domaines d'intervention sur lesquels on peut être amené à nous prononcer. Alors, ce rôle qu'on a sur les océans, ça a amené le ministère de l'Environnement à se tourner vers l'IFREMER il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, pour l'aider à mettre en place une directive européenne qui consiste à évaluer l'état de santé du milieu marin, donc à la fois les mers et les océans. Donc là, pour vous situer la temporalité, on était à peu près en 2010-2012, et il y avait à ce moment-là quand même beaucoup de questions qui étaient soulevées, à savoir comment on définit la bonne santé du milieu marin, comment on la mesure, comment on la qualifie, c'est-à-dire comment on sait si c'est en bon état ou en mauvais état. À l'époque, il n'y avait pas énormément de réponses. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter sur la suite de la présentation. Alors, la santé des océans. Le cas concret de la fameuse DCSMM, Directive cadre stratégique pour le milieu marin. Je suis sûre qu'à la fin de l'intervention, vous serez aussi en capacité de prononcer le sigle sans l'écorcher. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle connaissent la différence entre un règlement européen, une directive européenne, une décision européenne. Je ne vais pas vous en dire. Globalement, les trois sont des textes contraignants pour les États membres. Ça veut dire qu'ils s'appliquent et qu'ils sont obligatoires, c'est pas optionnel. Il y a des petites subtilités, nous sommes entrés dans le détail pour faire simple. Le règlement européen, il s'applique tel quel. Les États, les pays n'ont pas besoin de transposer le texte dans leur propre réglementation. Si vous avez suivi un petit peu les actualités autour des enjeux de la nature, il y a un règlement européen qui a été adopté l'année dernière, qui s'appelle le règlement restauration de la nature. C'est un exemple de règlement. Et qui va imposer aux pays de restaurer 90% de leurs habitats et écosystèmes dégradés sur des écosystèmes qui sont considérés à enjeu du point de vue de la Commission européenne, donc soit des enjeux de biodiversité, soit des enjeux de captation de carbone. On va arriver ces enjeux-là aujourd'hui aussi. Donc le règlement, il s'applique tel quel. La directive, par contre, elle doit être transposée dans les réglementations de chacun des pays, c'est-à-dire que ça laisse une forme de souplesse, d'adaptation au pays pour être plus proche de sa réalité territoriale. Donc là, la directive, elle doit être transposée. Et la décision, elle peut avoir une portée qui est soit générale, c'est qu'elle peut s'adresser à tous les pays, ou elle peut avoir une portée plus particulière. On va en parler tout à l'heure, ces deux éléments, la directive et la décision, parce que dans le cadre de la DCSMM, il y a une directive, mais il y a aussi une décision qui vient préciser la directive. Donc là, la décision, elle vient amener des précisions pour son application. Mais elle s'applique telle qu'elle est, elle n'a pas besoin d'être transposée dans le droit français. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la directive milieu marin, je vais faire un petit pas en arrière, sans forcément détailler toutes les réglementations européennes qu'il y a eu depuis les années 70, mais je vais en citer quelques-unes qui sont quand même d'intérêt et d'enjeu sur le milieu marin, pour vous donner quelques exemples. Dans les années 70, on voit la directive aux baignades. Le but du jeu, c'était que les eaux baignades soient de bonne qualité quand les gens vont baigner. La directive eau conchylicole. Le but du jeu, c'est que les eaux conchylicoles, donc là où existe le coquillage, soient de bonne qualité. On a la directive oiseaux, on a la directive nitrate.
sais pas si vous avez fait attention, mais chacune de ces directives, elle est très spécifique. Elle s'intéresse à un sujet et un seul sujet. On dit que ce sont des directives qui sont sectorielles. Elles s'intéressent à un aspect de l'écosystème. Petit à petit, quand on arrive dans les années 90, on commence à voir arriver des directives qui vont les considérer un petit peu plus transversales, un petit peu plus intégratrices. On a la directive en 90, Habitat Faune Flore. Donc, ceux qui s'intéressent toujours aux enjeux de la nature ont peut-être entendu parler du réseau Natura 2000. Donc, c'est bien cette directive. C'est une des mises en œuvre de la directive Habitat Faune Flore. Donc là, on va commencer à regarder non seulement la faune, la flore, mais on va aussi regarder les habitats. Donc on a déjà un petit peu de transversalité dans les approches des écosystèmes. Et on arrive quasiment 10 ans plus tard, donc en 2000, à la directive 4 sur l'eau. Donc celle-ci, c'est un peu la petite sœur de la CSMM, de la directive milieu marin. Donc, je vais vous en dire un mot parce que elle est importante pour la directive milieu marin. C'est vraiment deux directives qui vont s'articuler l'une avec l'autre. Alors cette directive, elle a une vocation environnementale. C'est vraiment la première qui va considérer non seulement des éléments de biodiversité, mais qui va aussi aller regarder par exemple la contamination dans le milieu marin. Donc elle commence à regarder les pressions qu'il peut y avoir sur les milieux marins. On commence à avoir un équilibre entre l'état du milieu marin et les pressions qui sont exercées. Donc elle s'applique sur les eaux continentales, donc toutes les eaux qu'on va trouver sur la France, continentale, la France hexagonale, les eaux souterraines, et elle va jusque sur le milieu marin, sur vraiment la frange littorale. C'est pour ça qu'elle est d'importance pour la directive milieu marin, c'est qu'elles ont une zone de chevauchement en fait. Sur cette frange littorale, les deux directives s'appliquent. Elle a un fonctionnement de cycle vertueux, c'est-à-dire qu'elle fonctionne en cycle de 6 ans. Voilà, pas besoin de lire le détail du schéma sur la droite, mais on va passer des évaluations des masses d'eau à des mesures de gestion, pour que petit à petit, de cycle en cycle, l'état des masses d'eau soit de meilleure qualité. Alors, je vais commencer à employer le mot écosystème. Donc, avant d'aller plus loin, je vais peut-être prendre le temps de le définir, parce que ça va être vraiment important pour la suite. Je ne sais pas si certains, ça vous parle. Je ne vais pas faire de multilingue non plus. Donc là, j'ai choisi la définition de l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature. Je trouve que la définition, moi j'aime bien cette définition, on peut en trouver d'autres. L'UICN décrit un écosystème comme un ensemble, un complexe d'organismes vivants, donc les organismes des plus petits et plus grands, c'est nommé la biocénose, ou un complexe d'organismes vivants qui interagissent entre eux. Ils vont aussi se trouver en interaction avec un environnement physique, leur habitat, là où nous sommes organisés, au sein d'un espace délimité. Pour vous le schématiser, j'ai utilisé un schéma que j'ai trouvé dans la thèse de Delphine Nicolas. Je trouve que sur le milieu marin, il me permet de vous éclairer. Vous voyez, vous pouvez imaginer un estuaire, vous voyez, j'espère que c'est assez grand pour vous, les poissons, différentes tailles de poissons. Si on était à l'Ifremer, on aurait pu rajouter le phytoplancton, le zooplancton, voilà les eaux de la chaîne trophique. Vous voyez qu'il y a des animaux qui sont de passage, des oiseaux, et vous voyez qu'il y a quelques algues, quelques plantes, pas forcément sur le dessin. Et vous voyez qu'il y a aussi des activités humaines qui sont exercées dans cet écosystème, donc certaines activités qui sont sur l'eau, la pêche, la plaisance, la bouchiculture. Et vous voyez aussi qu'il y a des activités qui sont sur le bassin versant mais qui vont avoir un impact sur le milieu marin, par exemple les industries, par exemple l'agriculture. Donc l'écosystème, c'est vraiment cette vision entière, pleine et entière, à la fois de l'environnement et du système économique et social qui va également se trouver en son sein. C'est important de comprendre cette notion-là parce que c'est vraiment le socle, le fondement de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. Cette directive a un principe de management fondé sur les écosystèmes, c'est-à-dire qu'elle va s'inspirer de
schéma-là, vraiment très écosystémique, pour aller penser des modes de gestion et de préservation des écosystèmes. C'est tellement surprenant, c'est écrit dans son article premier, où on voit que les stratégies marines de la directive cadre de 2001, elles ont une approche fondée sur les écosystèmes qui permettent de garantir que la pression collective résultant des activités humaines, elle soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique, tout en permettant l'utilisation durable des biens des services marins pour les générations actuelles et à venir. Ça ne permet pas sur des directives qui ont un enjeu strict de protection de l'environnement, mais elles prennent vraiment l'écosystème dans son entièreté en recherchant le juste équilibre entre la protection de l'environnement et les activités humaines. Alors celui-là, il n'est pas facile, mais il est quand même important. C'est ce qui vient décrire le déroulement dans le schéma de pensée sur la manière dont se met en place la directive. Quand on comprend qu'il faut réussir à décloisonner la question de l'environnement avec les questions sociales et les questions économiques, qu'on est persuadé qu'il faut les prendre dans l'ensemble, encore faut-il trouver une manière de conceptualiser cette chose-là. Et donc il y a un cadre qui a été décrit par l'Agence européenne de l'environnement en 1999, qui s'appelle le cadre DPSIR. DPSIR, c'est les premières lettres en fait, de chacune des cases qui constituent ce cercle, ce fonctionnement en cercle. D, c'est les drivers, P, c'est les pressions, S, c'est l'état, state, le I, c'est pour impact, et le R, c'est pour les réponses. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les drivers, dans ce schéma-là, c'est les activités humaines. Le schéma part du principe qu'il y a des activités dans un écosystème. Elles vont exercer des pressions sur l'environnement. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure. Ces pressions sur l'environnement, elles vont venir modifier l'état. Donc là, si on est en milieu marin, elles vont venir modifier l'état du milieu marin. Parfois, elles peuvent le modifier un tout petit peu, mais parfois, elles peuvent le modifier plus et le dégrader. Et tout ça, ça va avoir un coût pour la société. Donc ça, c'est l'impact, c'est le coût pour la société. Combien ça coûte à la société de préserver l'écosystème, combien ça coûte à la société de restaurer l'écosystème. Donc ça a un coût et c'est pris en considération dans cette manière de penser la gestion des écosystèmes. Et quand il y a des choses qui sont repérées qui ne vont pas très bien pour l'écosystème, la seule manière de pouvoir résoudre le problème, c'est de prendre des mesures de gestion. De se fixer des objectifs et de prendre des mesures de gestion. Des mesures de gestion, c'est des réglementations qui vont venir contraindre certaines activités, parfois sur certains territoires ou sur certains moments également. Et c'est ce cercle vertueux qui fait que, à partir du moment où il y a des mesures de gestion qui sont prises, ça va limiter certaines activités qui elles-mêmes vont en fait avoir moins de pression sur les écosystèmes, ça devrait moins dégrader l'état de l'environnement, et puis, etc. C'est des boucles en fait qui se répètent pour réussir à retrouver ou à préserver un juste équilibre entre la préservation de l'environnement et l'utilisation de l'environnement à travers les activités socio-économiques. La seule manière de suivre cette roue vertueuse, c'est d'être en capacité de calculer quelques indicateurs. Pour calculer des indicateurs, il faut des données. Et pour savoir si on est en bon état ou pas en bon état, il faut aussi des seuils. Le seuil, c'est que quand on le dépasse, c'est que ça va pas bien. Donc si je vous donne un exemple sur le milieu marin, par exemple, on prend l'activité de transport maritime ou de navigation. Ça peut avoir des pressions qui vont être les espèces non indigènes. Quand les bateaux vont traverser les océans, ils peuvent avoir des espèces particulières qui se sont fixées sur la côte, et quand ils arrivent à un endroit, les espèces elles peuvent rester là où elles sont arrivées. Bon, elles n'étaient pas forcément d'ici, elles ne sont pas toujours bienvenues, mais parfois elles s'installent, et ça peut être un problème pour l'écosystème. Il peut y avoir aussi des fonctions de contamination, c'est-à-dire que vous avez des peintures anti-fouling qui permettent que les coques de navire ne se salissent pas, et ça peut être de la contamination dans le milieu marin.
Et ces pressions-là, elles vont avoir un impact, elles vont venir changer, elles peuvent venir modifier l'état. Par exemple, la contamination, les espèces non indigènes, ça peut venir impacter les populations de poissons, ça peut venir impacter les habitats aquatiques, donc les habitats de fond marins. Tout ça, ça va avoir un coût pour la société, à la fois pour préserver et restaurer les écosystèmes. Et pour améliorer le fonctionnement, les services de l'État vont être en capacité de pouvoir prendre des mesures de gestion. Donc, je vous en donne un exemple. C'est par exemple de faire de la sensibilisation pour les gestionnaires des ports, les usagers, sur des bonnes pratiques de carénage. Le carénage, c'est quand on nettoie les bateaux, de faire en sorte qu'on les nettoie à certains endroits où les eaux vont être collectées, vont être traitées, voilà, pour pas que ça vienne se disséminer dans le milieu marin. Donc c'est ce cadre de pensée, ce cadre de travail qui est utilisé pour améliorer la gestion des territoires, et c'est le cadre structurel qui est utilisé pour la DCSM. Alors revenons sur cette directive, où on entrons un petit peu plus en détail. Donc c'est une directive qui date de 2008. Je vous disais, la directive 4 sur l'eau, c'était 2000, là on est à peu près 10 ans après, donc 2008. C'est une directive, donc elle doit être transposée en droit français, elle a été transposée dans le Code de l'environnement en 2010. Et l'objectif, c'est d'atteindre le bon état écologique des eaux au plus tard en 2020. Ça, c'est ce qui était mis dans la directive en 2008. Ce qui s'est passé, c'est que en 2008, la première évaluation qui a eu lieu, c'était en 2012. Et chaque État avait transposé la directive comme il pouvait, comme bon lui semblait, comme il en avait les moyens. Donc chacun a transposé des choses de manière très différente en fait, d'un pays à l'autre. Et quand la Commission a récupéré les résultats des évaluations, elle a voulu regarder ce que ça donnait, elle s'est rendu compte que c'était difficile de réussir à comparer des évaluations qui étaient pas du tout faites de la même manière. Et donc en 2017, la Commission a pris une décision, donc là c'est le troisième texte réglementaire dont je vous parlais tout à l'heure. La décision est venue préciser pour chaque pays comment faire les évaluations, en précisant des normes et des méthodes, à la fois pour l'évaluation mais aussi pour la surveillance. L'objectif, c'était que les États aient un cadre plus précis pour que les évaluations puissent ensuite être comparables et que l'Europe arrive à avoir une vision d'ensemble de la santé de ces mers et de ces océans. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'espère que je suis en train de me perdre, je vous disais tout à l'heure, c'est une directive qui est écosystémique, c'est-à-dire qu'elle va s'intéresser, quand on regarde c'est un exemple, mais c'est un exemple, vous pouvez imaginer ça plus largement, mais quand vous regardez la santé des océans, vous allez devoir regarder à la fois la partie environnementale et puis prendre en considération la partie socio-économique. Les mesures de gestion ne seront jamais prises sans considérer le volet socio-économique. Donc c'est important de l'avoir en tête dès le début. Cette directive, comme elle est écosystémique, elle va s'intéresser aussi à différents pans de l'écosystème. Il y a des éléments qui sont très relatifs au bon état écologique. Ça va être la biodiversité, par exemple. Ça peut être les oiseaux, les mammifères marins, les poissons. Ça peut être aussi les habitats, donc les habitats benthiques ou les habitats pélagiques. Tout ça, c'est rassemblé dans la même thématique diversité biologique. Ce qui va être important d'aller regarder, c'est aussi la quatrième thématique, c'est le réseau trophique. C'est comment le réseau trophique. Donc, le réseau trophique, c'est comment les plus petits animaux, petits planctons se font manger par les plus grands. Enfin, voilà, le but, c'est que ça se déroule correctement, que les plus grands animaux, ils en aient à manger, et que les moyens, ils en aient aussi à manger. Voilà. Et quand il y a un déséquilibre à un moment donné dans le réseau trophique, ça peut avoir des impacts. Aujourd'hui, il y a des travaux de recherche qui sont menés pour comprendre pourquoi les sardines, elles sont plus petites quand elles ont le même âge. Bon, il est très possible que ce soit parce que les phytoplanctons sont un petit peu moins présents ou moins nourriciers aujourd'hui. Donc ce réseau trophique il est important pour comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Ils vont aller regarder aussi l'intégrité des fonds marins, parce que les fonds ont leur rôle qui fonctionne correctement.
ça, c'est ce qu'on appelle les thématiques plutôt d'État. Et ensuite, la directive, elle va inviter chacun des pays à aller regarder des thématiques qui sont plutôt de l'ordre de pression qui sont exercées sur les écosystèmes. Donc les espèces indigènes, nous en parlions tout à l'heure, les espèces qui arrivent sur nos côtes et qui ne sont pas d'ici, qui n'ont rien à y faire, qui peuvent peut-être parfois désorganiser les écosystèmes si elles sont envahissantes. On va aller regarder la pression de pêche, comment se portent les stocks de poissons. On va aller regarder l'eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est des développements importants, conséquents de microalgues et de macroalgues. On va regarder la contamination, les déchets. Voilà, je ne détaille pas forcément tout, mais c'est vraiment cet ensemble environnemental qui va être regardé pour évaluer l'état de santé des océans. Ce qu'on va essayer de regarder aussi, c'est pas forcément de tout réinventer, mais d'aller s'appuyer sur ce qui se fait déjà par ailleurs, sur d'autres directives. C'est pour ça qu'on dit que c'est une directive qui est intégrée. C'est qu'elle va aller s'appuyer sur des travaux de la directive Habitat faune flore et de la directive Oiseaux, qui étaient des directives qui ont été prises précédemment. Les travaux vont aussi s'inspirer de ce qui se fait sur la directive 4 sur l'eau. C'est pour ça que je vous disais qu'elle était importante celle-ci, parce qu'elle englobe le littoral qui est vraiment commune. Et puis on va aussi demander aux pays d'aller regarder ce qui se fait dans les conventions des mers régionales. Donc ça, c'est un autre espace de concertation scientifique et de concertation entre les pays qui vont partager un même territoire marin, une même mer ou un même océan. Donc la France, elle est concernée par 2 conventions des mers régionales. Il y en a une sur le nord de la France qui s'appelle OSPAR et une sur la partie méditerranéenne qui s'appelle la Convention de Barcelone. Dans ces conventions, ce sont aussi des évaluations du milieu marin. Donc les choses, elles sont quand même assez reliées les unes aux autres. Et puis, comme c'est une directive écosystémique, elle va demander à chacun des pays d'aller regarder les activités qui sont sur son littoral et d'aller regarder le coût de la dégradation en fonction de la grande thématique. L'objectif là aujourd'hui, c'est que je vous explique le fonctionnement, pas forcément rentrer dans les détails. Alors où est-ce que ça se met en place, cette directive milieu marin? Elle ne se met pas en place en Outre-mer, elle met en œuvre que sur la partie métropolitaine. Donc pour la France, ça va être la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. Elle est mise en lien avec les services décentralisés de l'État, donc les directions interrégionales de la mer, et aussi en lien avec les agences de l'eau, parce que je vous parlais de la directive 4 sur l'eau, ça c'est les agences de l'eau qui s'en occupent, et donc les deux directives, les directions et les agences travaillent ensemble. Je ne vais pas forcément aller plus loin sur cette diapo. Comme sa petite sœur, la DCE, c'est un fonctionnement cyclique, cette directive. C'est-à-dire qu'elle a démarré en 2012 avec une première évaluation. Il y a eu une deuxième évaluation en 2018, il y en a une troisième évaluation en 2024. Donc on en est au 3e cycle d'évaluation. Sachant que chaque cycle est de plus en plus performant, c'est-à-dire que la première fois que l'évaluation a été faite, les scientifiques n'avaient pas énormément de données, n'avaient pas énormément d'indicateurs. Et l'état de santé des océans, il a été globalement fait à partir de la bibliographie. Ce n'était pas une évaluation très quantitative. À la deuxième évaluation, donc on était en 2018, là, il y avait déjà des données, il y avait déjà des programmes de surveillance qui étaient mis en place, des indicateurs qui existaient, et donc on a commencé à avoir une évaluation quantitative. Et la dernière fois, donc, qui est assez récente, il y a près de 80 indicateurs qui ont été calculés pour définir l'état de santé du milieu marin. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses à regarder pour comprendre et connaître la santé des océans. C'est qu'il y a une équipe qui est très conséquente, qui regarde ça. Donc il y a un pilotage par le ministère. Donc là, en l'occurrence, sur cette directive, c'est le ministère de l'Environnement. Il y a un lien avec les services déconcentrés de l'État. Et là, il y avait 9 établissements scientifiques ou structures scientifiques qui intervenaient, chacun dans leur domaine de spécialité, pour venir évaluer soit les aspects sanitaires, soit les déchets, soit les mammifères marins, etc. Je ne vais pas aller dans le détail de qui a fait quoi, mais voilà, je vous invite juste à mesurer 9 établissements scientifiques qui ont mobilisé pour reconnaître la santé des océans en France.
Alors ce plan d'action pour le milieu marin, je vais continuer à avancer sur la directive. Je n'irai pas forcément sur le volet de l'action, mais parce que je vais m'en tenir à la partie santé des océans. Alors comment on définit le bon état écologique? Vous avez compris, il y a une diversité, le bon systématique environnemental qui sont à regarder. Ensuite, comment on sait si on est en bonne santé? Imaginez transposer le milieu marin sur une analogie médicale. Vous allez chez le médecin, comment il sait que vous êtes en bonne santé? Globalement, il prend la température et il sait que si vous avez à peu près 37, vous êtes en bonne santé. Donc il va regarder un indicateur, la température, il va regarder le donné, mais il a aussi un seuil. Il sait que c'est 37 degrés, ça le fait. Si vous avez 40, non, ça le fait plus, ça le fait plus. Il va vous faire une prise de sang, il va regarder, je ne sais pas, le glycémie. Et là, c'est pareil. Il sait à peu près à combien doit être la glycémie humaine. C'est-à-dire qu'il faut à la fois des données et il faut aussi des seuils pour savoir si on est en bonne santé ou si on n'est pas en bonne santé. Pour le milieu marin, c'est exactement pareil. Il va nous falloir des données et il va falloir choisir des seuils. Et donc ça, chaque État va écrire la manière dont il définit, lui, le bon état écologique sur son territoire. Donc il y a des choses qui sont assez similaires d'un État à l'autre. En général, les seuils, comme au niveau européen, ce sont les mêmes. Mais les données peuvent être un petit peu différentes. Il y en a qui peuvent avoir différentes approches sur la manière de regarder la contamination, par exemple. Alors les données, comment on les obtient? Je vous donne quelques exemples. Sachez qu'il y a à peu près 60 programmes de surveillance qui sont mis en œuvre pour réussir à avoir des données sur l'ensemble de l'écosystème marin. Donc sur les espèces commerciales, il y a des campagnes qui ont lieu tous les ans sur la partie Manche, Atlantique, Méditerranée pour aller regarder l'évaluation des états des stocks. On va devoir regarder le compartiment du phytoplancton. Donc ça, c'est la deuxième image avec la roue Célestine, deuxième image en haut, pour les sorties de la partie bleue, phytoplancton en biologie. Donc ça, c'est des prélèvements d'eau qui sont faits, qui vont permettre à la fois d'avoir des données sur la température, la salinité, les facteurs de température, salinité, par exemple. Et puis, avec les prélèvements d'eau, il y a des personnes en laboratoire qui ont des photos en bas à gauche qui vont regarder le phytoplancton, la diversité du phytoplancton et qui vont aussi regarder la réponse du phytoplancton. Alors, quel phytoplancton qu'on a et combien de temps. Il y en a qui vont s'intéresser, donc c'était le cas particulièrement de l'OFB et des biologistes, ça a plutôt la faune, par exemple, les tortues, là qui sont suivies en télémétrie, qui ont des petites vagues sur le dos. Ça permet de savoir où est-ce qu'ils habitent, comment ils se déplacent. On peut aussi mettre des observateurs sur les campagnes océanographiques qui vont compter les voyaux qui vont passer, la lune du marin, et tout. Il y a aussi des campagnes aériennes qui sont utilisées pour compter la faune. C'est l'ensemble de ces données qui sont utilisées pour les évaluations. Je parlais du phytoplancton tout à l'heure, donc des mesures in situ, c'est-à-dire les voir en mer. On relève du phytoplancton, on regarde le capteur où on en est la température, la humidité. Et il y a aussi des analyses qui sont faites aujourd'hui par l'image satellite, c'est-à-dire la température du village. Ensuite, les chercheurs qui font des investigations, ils ont couplé les deux types de données, le satellite et l'in situ, pour avoir des évaluations qui sont un petit peu plus précises. Sur d'autres exemples, par exemple, la contamination. Quand on est au large, la contamination dans l'eau, c'est pas forcément chose facile. En général, les scientifiques vont regarder la contamination dans un organisme. Ça permet d'avoir un peu plus centré et c'est plus facile à regarder. Donc au large, ils vont utiliser les poissons. Ils vont regarder la contamination dans les poissons, mais à l'hôpital, ils vont regarder privilégier la contamination dans les villages. Les villages, mais aussi le sédiment. Sur le. C'est pour ça que vous avez 47 ans, et puis sur et sur les plastiques, ce que va demander la directive, c'est d'aller regarder les plastiques à différents niveaux, à la fois sur la plage, mais aussi les plastiques qui sont flottants dans l'eau. Donc là, vous avez une image, c'est un filet mental qui est tourné pour collecter les microplastiques. Et puis
aussi lors des campagnes analytiques, par exemple, pour Chalut, on peut aussi ramener des plastiques qui sont comptés, mesurés, et pour faire une évaluation des plastiques, des déchets qui sont sur le fond. Je ne vous décris pas les 60 programmes de surveillance, ça vous donne quelques idées. Je ne vous décris pas non plus, mais voilà, vous voyez juste comment ça reprend, mais c'est que les données, il faut bien les mettre quelque part. Donc elles vont entrer dans des bases de données. Les données, elles ne sont utiles que quand elles sont qualifiées, donc il y a de gros efforts qui sont faits aussi pour la qualification des données, pouvoir éclairer les futurs utilisateurs sur le coup ont été prises les données, à quel moment, par qui, quel type de capteur, si on est sur des données capteurs. Tout ça, c'est vraiment le cycle de la donnée qui fait qu'à un moment donné, le moment où quelqu'un a été sur le terrain, un capteur a été mis dans l'eau, au moment où la donnée est disponible pour faire une évaluation, voilà, ça fait qu'il y a tout un monde qui est un monde essentiel, que je ne vais pas bien le dire ici. Alors, la santé des océans. Quand vous avez compris, vous aviez globalement une thématique à regarder. En général, c'est pas suffisant pour savoir comment faire. Donc, la décision, elle est venue préciser la manière de faire pour regarder la santé des océans. Elle a une thématique, le descripteur, et elle les a agrupées en sous-thématiques. Alors, ce qu'on appelle des critères. Pour chaque critère, il y a des indicateurs qui sont définis. C'est la seule manière de mener quelque chose. Et puis, il y a des paramètres à regarder. Donc, je vous donne un exemple. Sur les déchets, on sait qu'on va regarder les déchets marins. Et la directive, elle va demander de regarder 4 éléments sur les déchets marins, 4 critères. Les macro-déchets, les micro-déchets, les déchets qui sont ingérés par et les effets néfastes, les déchets, les tremblements, l'environnement, les pouvoirs de qui sont allés dans ces plastiques. Ça fait partie des choses qui sont à regarder. Je ne décline pas tout, mais si on regarde les macro-déchets, la décision est liée aux scientifiques qui veulent regarder les déchets à 3 endroits. Sur le littoral, sur le flottant, vous montrez même les déchets élémentaires tout à l'heure, c'est pour ça qu'on va regarder les déchets dans la forêt. Et les déchets sur le flottant, quand on utilise les campagnes analytiques pour regarder les déchets sur le flottant. Et elle va jusqu'à être plus précise aujourd'hui sur la manière de faire une évaluation, c'est que sur les déchets sur le littoral, on sait qu'on va faire une évaluation en regardant les déchets qui font plus de 5 mm. On est pas sur des gros déchets, mais sur des gros déchets. Les déchets qui font plus de 5 mm, c'est ceux qu'on va compter sur une bande littorale qui fait 100 mètres, sur la totalité de l'espace, sur le port de la mer, par catégorie de déchets. On sache si c'est du bois, si c'est plutôt du plastique, si c'est plutôt du textile. Voilà, la Commission européenne a attendu ce type de détail sur la santé des océans. Sur les contaminants, là c'est pareil, il y a plusieurs sous-thématiques qui sont attendues. Qu'est-ce que vous avez comme contaminant dans votre environnement? Quel effet ça peut avoir? Là, on est sur les enjeux d'éco-toxicologie. En quoi les contaminants vont venir modifier votre organisme, par exemple? Il y a des contaminants qui peuvent avoir un effet sur des petits gastéropodes. Ça peut être des nuisances, ça va les féminiser. Il y a quelques tests écotox qui existent aujourd'hui pour regarder les épisodes de contamination. Et puis on va regarder aussi, ce qui est attendu, c'est d'ailleurs les épisodes de pollution. Ça va être démarrer. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais sur les contaminants dans l'environnement, on sait par exemple qu'on va aller regarder les contaminants, la contamination en métaux. Et au sein de la contamination en métaux, on sait qu'on va aller regarder la concentration en carbone. Les contaminants, il y en a 45 Donc à partir de là, vous avez globalement compris comment font les scientifiques pour connaître la santé des océans. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complexe, mais sinon, on passe par l'écosystème, c'est complexe. C'est quelque chose qui vient mobiliser énormément de données, énormément de programmes de surveillance, énormément de... Il y avait 9 établissements scientifiques. Rien qu'à l'Ifremer, ça a mobilisé à peu près 60 personnes pour aller chercher des données dans le milieu marin, pour faire en sorte qu'elles soient archivées correctement, puis les chercheurs pouvaient faire des évaluations.
Il y en a qui étaient plutôt sur les actions de coordination, c'était mon cas. 60 personnes rien qu'à faire ces évaluations. Et voilà, il faut des travaux scientifiques. Alors, décider avec les sciences, ça va être la fin de ma présentation. C'est une directive, vous l'avez compris, donc il y a eu 3 cycles, 3 évaluations qui se sont déjà passées. Et donc, petit à petit, les choses, elles se structurent. Et puis, parfois, quand ça structure, ça démarre un petit peu. Par exemple, on commence sur un exemple avec les contaminants. Ça peut paraître facilement, on a bien suivre la règle. Ok, on regarde la concentration de KPM dans l'animal. En eau de tiers, pas de problème, on sait faire. Sauf que aussi, problème. Parce qu'on sait faire de 2 manières. On sait faire de la manière de la directive 4 sur l'eau et on sait faire de la manière des conventions de Berne. Et c'est pas le même. Mais la directive, elle disait qu'il fallait s'inspirer et de l'un et de l'autre. Globalement, comment on fait? Donc à la première évaluation, pas trop de problème, c'était une évaluation en bibliographie, personne n'a fait attention. Mais à la deuxième évaluation, ça s'est vu. Parce que les services de l'État avaient l'habitude de prendre des évaluations à la manière de la DCE. Et là, les scientifiques, quand ils ont fait des évaluations, ils se sont dit on va plutôt les faire à la manière de convention de Berne régionale parce que c'est plus d'actualité. Ça nous semble plus pertinent. Mais il y a quand même des différences entre ces tarifs que les deux n'ont pas exactement la même liste de contaminants. En conventionnel régional, on prend quelques contaminants en plus. Pas beaucoup, mais ça peut suffire à déclasser des maisons. On n'est pas non plus forcément les mêmes données. La DCE, en général, elle utilisait une seule donnée qui était représentative du masse de groupe, alors que l'objectif utilisait toutes les données. Bon, s'il y avait une donnée dans une masse qui était déclassante, là, on le voyait. Côté de la DCE, vous avez l'habitude d'utiliser que les données dans le biote pour faire des vivales. Mais côté convention internationale, vous avez aussi regardé ces données. Donc à partir de là, quand on n'a pas de thermomètre, c'est probablement on va avoir les mêmes résultats. Donc, les résultats étaient différents, c'était pas non plus majeur, parce que globalement, la contamination ne change pas non plus du tout. Mais quand on est sur des limites de seuil, il suffit qu'on change les méthodologies statistiques, et ce n'était pas non plus les mêmes méthodologies statistiques, pour finalement un coup être en bon état et un coup être en mauvais état. D'un point de vue scientifique, c'était légitime, les thermomètres, mais ce n'était pas les mêmes. D'un point de vue des gestionnaires de sécurité, c'était quand même plus compliqué. Parce que les deux directives, elles n'ont pas le même calendrier, les deux à un an d'écart, elles parlent exactement de la même chose, exactement au même endroit. Donc se retrouver avec un coup la météo au résultat et un coup la météo au résultat, c'est quand même gênant. Donc à partir de là, c'est un élément et pas deux, c'est elle qui est de côté, que je dis dans mon individu, parce qu'en l'occurrence, c'était les premières qui faisaient les deux types d'évaluation, mais c'est vrai que les communautés scientifiques n'étaient pas les mêmes. Donc là, il a quand même fallu travailler, ça nous a pris presque 2 ans, cette histoire-là, et c'est pour ça que je mets une controverse dans le titre, je mets une controverse pour avancer, c'est qu'en fait, ça n'a pas été facile, mais c'est en fait normal que ce soit pas facile. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient à ce moment-là, pour les gestionnaires. Est-ce que c'est vraiment important de changer d'indicateur? Parce que si on change d'indicateur, on peut pas tout comparer aux résultats avant et après le changement. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une méthode d'analyse en modélisation? Est-ce qu'on ne peut pas rester sur la méthode facile? Est-ce que c'est important de changer une méthode statistique? Et puis, concrètement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que toutes nos masses d'eau vont être dans le résultat? Est-ce que quand on est gestionnaire et qu'on aura ensuite des mesures à prendre, c'est quand même important de savoir ce que ça va changer? Et donc là, on a travaillé ensemble, et eux, et nous, pendant 2 ans, pour réussir à expliquer les changements, expliquer ce que ça pouvait apporter de passer sur une nouvelle méthode statistique, ce que ça pouvait apporter de considérer des contaminants qui n'avaient pas l'habitude de regarder, etc., etc. Et donc on s'est mis d'accord, on a trouvé un terme commun qui sert aujourd'hui à la fois aux 2 évaluations, à la fois la stratégie sur l'eau et à la fois la stratégie de l'environnement. Ce qui est intéressant de regarder, c'est pour ça l'équipe de la controverse, elle nous a fait avancer, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent les contaminants non seulement de la directive sur l'eau, mais aussi ce qui se fait en convention de la régionale. Ils ont complété les contaminants.
la méthode statistique, ils ont compris que c'était important qu'elle soit actualisée et que donc aujourd'hui, c'est la méthode de promotion des régionales qui est utilisée. Donc ça nous a fait avancer. Un autre exemple qui est aussi intéressant, mais là on n'a pas complètement réussi à le convaincre, mais je vous le présente parce que pour autant ça ne veut pas dire qu'un jour ça marchera pas. C'est pour ça que celui-là j'ai donné savoir lâcher, il ne faut pas penser parce que des fois c'est important de lâcher, de rester à la même terme et de se dire qu'on va quand même continuer à travailler ensemble parce que c'est ça qui les exige. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, on avait évoqué pas forcément les mêmes objectifs, c'est normal. Du côté scientifique, il y a une gourmandise à la science et à la créativité, à la volonté de toujours mieux comprendre le système. Côté des gestionnaires, il y a parfois une certaine frilosité à changer comme ça, à tout un indicateur, aussi à parler de ce qui aurait pu être ou qui ne l'est plus. Et par exemple, sur la contamination, sur le niveau de la contamination, mais là je vais mettre plus au large, donc il y a plus de coquillages, donc c'est la contamination des poissons qui étaient regardés jusqu'à maintenant. Et en 2019, il y a des études scientifiques soutenues par des syndicalités, donc ça s'est vraiment fait un peu, qui s'est dit il y a quand même des travaux qui sont en train de se développer sur la contamination dans les oiseaux et dans les mammifères marins. Et ça serait intéressant qu'on regarde les trois. Les poissons, les oiseaux et les mammifères marins. Parce que c'est pas une donnée qui va exactement au même endroit, ils ne sont pas au même échelon dans les eutrophies. Ça sera complémentaire, ça sera plus intéressant que le suivi des plaques santé des océans sur l'enjeu de la prévention de la contamination. Là, on n'a pas réussi à les convaincre parce que les scientifiques ont jugé que ces deux indicateurs qui étaient les plus récents, en oiseaux et les mammifères marins, qui étaient un peu trop ressemblés au bout et la prévention de la contamination. Et puis, on a envie de garder un indicateur qui soit encore de stabilité avec les évaluations qu'il avait pu y avoir avec le choix et le fit pour la dernière évaluation qui avait eu en 2024 de regarder la contamination dans les poissons. Les autres travaux sont disponibles, mais à l'ensemble de notre travail disponible sur une base de données sur lesquelles on dépose nos rapports. Mais elles n'ont pas été utilisées pour l'évaluation. Alors finalement, à partir de ça, on se dit comment on fait, c'est quoi un indicateur pertinent qui avait raison dans cette histoire-là. Je ne sais pas si ma présentation a désiré, je ne suis pas sûre qu'il y en a un qui est vraiment raison et un qui est vraiment tort. C'est simplement que les approches et les enjeux sont les mêmes. Pour le gestionnaire, c'est un indicateur globalement. C'est important qu'un indicateur qui soit cohérent, c'est-à-dire aussi à plusieurs moments, on regarde globalement la même chose et on fait donner les mêmes résultats. Ça, c'est important pour eux. Ce qui est important aussi, c'est que l'indicateur soit quand même relativement stable, qu'ils arrivent à savoir quand ils prennent des mesures, si ça vient d'un impact. Si entre-temps on a changé d'indicateur, ça arrive. Donc là, quand on a changé d'indicateur la dernière fois sur la contamination, ils nous ont demandé de faire deux évaluations, comme si on avait changé, comme si on n'avait pas changé d'indicateur. Comme ça, ça leur donnait un. Ils ont besoin de savoir quand même quel est l'impact de leurs mesures, ça c'est important. Ils ont aussi besoin d'être certains que les indicateurs sont bien stabilisés au niveau international, qu'ils sont robustes et matures, et qu'ils ne sont pas rechanger dans quelques années parce qu'eux, ils n'ont pas changé avec les plateformes. Et puis, ce qui est aussi important pour eux, qui n'est pas forcément simple pour nous, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des indicateurs qui leur permettent de prendre des mesures. Et ça, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire qu'en contamination, par exemple, on peut savoir qu'il y a des contaminants qui sont dans l'environnement, mais ça va être difficile de dire quelle est l'origine exacte de la contamination. Et donc, avec vraiment calendrier déterminé. Alors, plus la science avance, on arrive à savoir avec les contaminants les origines, mais c'est quand même pas chose de se passer comme ça. Pour la science, l'indicateur pertinent, ça va être celui qui est validé par l'expert, par nos collègues en scientifique et au niveau international, ça va être celui qui est à haute échelle, donc on ne va pas avoir un indicateur qui n'est pas à l'échelle de la confiance, qui n'est pas envisageable. Et puis c'est aussi l'indicateur qui est le plus récent, le plus actualisé, c'est celui qui sera pertinent. Donc vous voyez qu'à partir de là, à la fin, on a pas besoin de prendre, on va en parler, je vais vous dire, je ne pense pas qu'on comprend. L'important, c'est d'essayer de viser l'enjeu et de trouver la manière dont on préserve à la fois les enjeux et les besoins des services de l'État, mais on préserve aussi la
Je vais vous laisser 3 petites idées sur ce témoignage, on arrive à la fin. Le premier, c'est pour les plus jeunes. Voilà, sachez que voilà, le chemin de vie n'est pas tracé, donc profitez des opportunités qui vous sont données d'aller faire un pas de côté. Le deuxième, c'est que vous avez certainement vu à travers cet exposé que la gestion durable des écosystèmes, c'est une aventure complexe, mais sachez que c'est une aventure passionnante. Moi, ça m'a un petit peu envie de rencontrer des scientifiques qui travaillent dans d'autres instituts, qui travaillent sur des thématiques qui ne pas la gestion durable. Et puis, le troisième, et ce sera une petite pensée pour l'IHEST, c'est que dessiner avec les sciences, c'est vraiment un objectif à préserver. Ça peut arriver parfois que la science et la gestion ne soient pas toujours complètement en accord, mais réussir à trouver des terrains d'identité, à se comprendre, à se parler, à se respecter, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Et voilà, c'est un message que je voulais aussi passer aujourd'hui, parce qu'on a quand même de plus en plus l'occasion d'entendre que la science est challengée. Et c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir dire que c'est aussi des connaissances qui sont essentielles à la compréhension de l'évolution et la préservation de l'écosystème marin en l'occurrence. Merci à tous. Jean-Lucie, merci pour cette passionnante intervention qui nous permet de comprendre à quel point il faut réguler nos actions, notre champ d'action, comment il faut finalement, évidemment, être dans l'action de la recherche, mais aussi comprendre pourquoi ces critères sont pertinents pour continuer dans le temps. Parce que finalement, dès qu'il y a une rupture, ça peut être une rupture très violente pour la recherche elle-même. Et donc, on peut inverser tout à coup les efforts sur le développement durable, alors que finalement, on aurait pu, par une continuité plus douce, réussir à garder les équilibres. Donc, c'est très intéressant parce que ton métier, finalement, est une sorte de gardien de la. C'est une façon de garder, de prévenir et en même temps de continuer dans un cadre avantageux pour les objectifs qui sont dressés et qui ne sont pas forcément d'ailleurs tenus pour l'instant. Donc moi j'ai une question avant de donner la parole au public. J'aimerais savoir si tu as en tête des moments de rupture très importants qui ont posé finalement des renversements de situation ayant mis en risque la politique scientifique de l'Ifremer, mais qui n'étaient pas attendus, mais voilà, qui se sont produits. Oui, je crois que j'ai fait quelque chose bien en tête. C'est vrai qu'on s'est trouvé, et pour nous c'était assez inattendu, et ça a été c'est peut-être aussi ce qui a rendu les choses un peu brutales, et brutales pour nous, et brutales pour. Je pense pour toute la communauté, c'est même que ce soit les acteurs scientifiques ou les acteurs syndicaux. Ça a été de voir à un moment donné, justement, que cette directive était devenue très mature et que la santé des océans, on l'a accompagnée, on l'a montré de mieux en mieux. Alors, on n'a pas tous les mêmes enjeux, et dans les enjeux que je n'ai pas forcément pensé à mentionner tout à l'heure, il y a aussi pour les enjeux de l'État et les enjeux financiers, de réussir à prendre des mesures, à préserver les océans, à pouvoir assurer l'ensemble des programmes de surveillance sur la 61e programme. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont pu se trouver dans certaines difficultés, pas forcément le détail de leurs difficultés, mais ils se sont trouvés dans une certaine difficulté, et il y a eu une rupture. C'est-à-dire qu'il y a certains programmes de surveillance qui ont existé pendant quelques années, par exemple, sur les côtes écologiques, et qui se sont arrêtés totalement parce que ils ont une nécessité. Je ne peux pas dire qu'ils n'y voyaient pas d'intérêt, parce qu'ils n'ont plus à quelques occasions accentué l'intérêt qu'ils voyaient sur ces programmes-là, mais peut-être qu'ils étaient en difficulté pour savoir concrètement quoi en faire, et qu'il fallait mettre de l'argent aussi ailleurs, dans d'autres programmes de surveillance où il n'y avait pas grand-chose encore. Donc à un moment donné, leurs enveloppes ne sont pas non plus forcément ça. Donc il y a eu ce genre de rupture, on a dû aussi arrondir, et ça a été important dans notre travail, c'est pas arrondir les angles, mais
trouver des solutions pour justement préserver les deux fonctionnements et la place de chacun. C'est-à-dire que la science, elle a une place qui est essentielle. Il y a des règles déontologiques de travail scientifique, de l'expertise, et là, les chercheurs, ils les portent en question qui est et c'est essentiel pour pouvoir respecter ces déontologies. Et donc, il a fallu trouver le juste équilibre. Par exemple, je vais donner le dernier exemple sur les indicateurs sur la contamination de l'art. Les chercheurs, pour eux, c'était essentiel de montrer la contamination dans les oiseaux et essentiel de montrer la contamination dans les mammifères, même si les services de l'État n'avaient pas forcément l'utilité. Et les services de l'État disaient non, mais nous, on peut rester sur les poissons parce que là, la nouveauté, on ne sait pas trop. Puis vous savez pas trop nous dire si on mange qu'une espèce, c'est laquelle la meilleure. Parce qu'on se disait, il y a une qui est meilleure que l'autre, les trois sont importantes. Bon, résultat, tous les poissons, c'est l'habitude des collègues. Mais pour qu'ils réussissent à prendre les poissons, il fallait que les scientifiques acceptent d'avoir une évaluation qui soit pensée en briques. Les poissons, les oiseaux, les mammifères marins et l'intégration. Et il fallait qu'ensuite les services de l'État, s'ils faisaient le choix, eux, de prendre une brique, ils aient l'évaluation avec une sécurité. Donc ça, c'était un travail sur les 2 dernières années. De langage. De niveau, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des thématiques sur lesquelles les chercheurs ont proposé des évaluations qui étaient à plusieurs niveaux. Il y avait le niveau 1 d'évaluation, le niveau 2 et le niveau plus. C'est pas les mêmes niveaux. Il y en a une qui est beaucoup plus bête que l'autre, c'est certain, mais il y en a une qui est peut-être plus réaliste dans le temps, des services de l'État. Je ne peux pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Elles ont toutes des avantages et des difficultés, je vais citer des arguments, des difficultés à tenir dans le temps, parce que c'est qu'on est sur une directive qui ne va pas s'arrêter, en fait, au niveau des écologiques, des déplacements des humains, on va avoir la nouvelle, c'est quand même donc ça va faire durer. Donc il faut aussi que ce soit une structure financière qui puisse donner des achoppements et des ruptures. On a effectivement eu quelques-uns, mais aujourd'hui on a un montage qui fait ça. Alors j'ai une seconde question. Est-ce que tu as le temps, avec toutes ces problématiques de régulation, d'aller sur des terrains en particulier, tout à l'heure, qui sont aussi des terrains, on a vu des bateaux, on a vu des batiscades, est-ce que tu as le temps de te plonger dans ces univers-là aussi? Je prends le temps un petit peu parce que vous l'aurez compris, je ne suis pas océanographe, je ne suis pas de formation de marin. Et moi, je veux bien travailler dans différents secteurs. Je fais le social et le social, mais la seule manière de me sentir un minimum pertinent dans ces questions-là, c'est quand même d'aller voir les gens sur le terrain et de comprendre ce qu'ils font concrètement au jour le jour. Je vous ai montré une grande navire océanographique à la salle tout à l'heure. Moi, je suis arrivée à en 2018. En 2019, j'ai embarqué sur Thalassa, donc j'ai fait une campagne analytique qui va regarder les petits pélagiques dans le golfe du Gascogne. Donc, pour vous la faire brève, on est parti de Brest, on a descendu tout l'Atlantique et on a démarré la campagne avec la route de l'Espagne. Et là, on a remonté trait après trait, en carriant, en zigzagant sur le golfe du Gascogne pour aller regarder comment se portaient les populations, parfois de Saint-Denis, du Guérin. Quand on est parti, il n'y avait pas forcément tous les détails, mais il y a eu la tempête, j'ai découvert le plaisir d'être coincé sur un navire pendant 18 jours, avec des odeurs de carburant, et il fallait travailler à bord, parce que quand on regarde la santé des stocks, donc là, les poissons, les stocks, dans la population de poissons, c'est très plus simple, mais on les compte, on les mesure, on leur enlève un petit os qui est dans la tête, ça s'appelle l'autolite pour savoir quelle âge ils ont. C'est comme ça qu'on sait que les sardines de fourmis qui ont le même âge, elles sont plus petites que les sardines qui avaient quelques années. Donc il y a quelque chose qui s'est passé sur les autolites. Donc ces indications-là, c'est des paramètres essentiels qui permettent de comprendre la santé des océans. Donc ça, voilà, j'ai fait ça, j'ai aussi embarqué le rêve sur un. Des fois, on n'utilise pas que nos bateaux. Sur les noms du phytoplancton, nous avons utilisé les minéraux de la SNSM pour les sortir en mer.
on utilise aussi un peu de choses. On va retrouver sur une boîte de la SNSM avec des 2 salariés de première qui ont l'habitude d'aller tous les 15 jours sur le terrain sur les modifiés de conclusion. Je suis partie avec elle, avec les bouteilles de whisky, faire des prélèvements d'eau, revenir, vérifier que les capteurs ont bien marché, regarder ensuite au microscope les choses écologiques. Je n'ai pas l'occasion de le faire souvent, mais j'aime bien, voilà, de temps en temps, avec beaucoup de traitements. Est-ce que ça vous fait? Oui, cette expérience est nécessaire et c'est drôle, ça nous renvoie à ce dont on a parlé tout à l'heure, aussi pour ce qui se passe avec l'Observatoire des droits humains, c'est qu'il faut vraiment évidemment se mettre en phase avec le contexte dont on parle, sinon ça ne sert vraiment à rien. Il faut faire ce travail de rapprochement. Donc je vais donner la parole à une question, peut-être. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation si exacte, si précise. Je voudrais vous poser 2 questions en tant qu'experte dans le domaine marin. J'étais à Cancun, donc à Nice, cette année en tant que délégation mexicaine. Et c'était ma première fois dans ce environnement, j'étais très enthousiaste. Mais dès la année, en 2025, quelques mois plus tard, justement à la Méditerranée, était arrivée dans la mer un peu polluée au monde. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette. Je trouve que c'est un échec au niveau mondial, je ne veux pas dire forcément la France, mais et au niveau par rapport à l'art. Beaucoup de fois, très souvent dans des villes, on y a une sacralisation de la mer, de la plage, etc. Mais après, il y a une désacralisation par le tourisme de masse de ces endroits où ces espèces qui sont mises à l'écran, qui d'abord étaient pour avoir montré comme quelque chose de super belle, et après ça devient quelque chose qu'on voit d'attention. Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que la science n'a pas été mise en avant dans ce genre de présentation artistique? Voilà. Merci pour votre question. Les 2 questions sont assez diverses. C'est vrai que les bonnes nouvelles, elles ne sont pas toujours données à l'entreprise, c'est-à-dire que oui, c'est des écosystèmes qui souffrent clairement, et comme les autres écosystèmes, avec les changements, le changement climatique, ça va souffrir de plus en plus. Oui, c'est des écosystèmes qui sont pollués, malgré les efforts qui sont faits, parce qu'il y a quand même des mesures qui sont prises, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, c'est des écosystèmes qui sont encore contaminés. Alors, on suit, dans le cadre de ces directives-là, la petite cinquantaine de substances, depuis 45, la directive 4 sur l'eau et quelques substances supplémentaires, j'espère qu'ils sont suivies. Il y a quand même des substances, des baisses de contamination, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Après, il y a des substances qui sont interdites depuis des années et qu'on retrouve encore dans l'écosystème. Donc ça c'est compliqué aussi, c'est-à-dire qu'on est sur certains contaminants qui ne se dégradent pas rapidement. Donc on les retrouve aussi pendant des années et des années, malgré qu'ils soient aujourd'hui interdits. Et puis les spécialistes de la contamination, c'est pas le cas, mais je les entends régulièrement dire oui, on ne surveille que avec la substance. Sur le nombre de substances qu'il y a, c'est vraiment insuffisant. Donc c'est une réalité, la contamination. C'est une réalité, le changement climatique va toucher ces écosystèmes. La température des océans va augmenter, il y a des écosystèmes qui sont plus ou moins résilients. Je pense qu'il y a une équipe sur 7 qui travaille beaucoup sur la lagune de tout, enfin des lagunes de manière générale, ça va la lagune de tout, c'est des écosystèmes qui sont semi-méridionaux, en Méditerranée. C'est vrai qu'ils vont être vraiment très sensibles au changement de la température et de la température. Quand il va y avoir des épisodes de pluie intenses, ça va venir nous très rapidement, donc ça va faire des essais, ça va changer radicalement. L'acidification de ces écosystèmes va aussi changer, c'est un écosystème qui est devenu plus acide qu'ailleurs. Ça aura des impacts sur la politique, sur le climat et sur la partie. Donc tout ça, c'est pas de bonnes nouvelles. Il y a quand même des choses qui sont prises en compte. C'est-à-dire que
travailler vraiment sur la restauration des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on a un projet des équipes de recherche qui sont vraiment sur la restauration, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il va y avoir toutes ces agents de solutions. Puis par rapport à votre question sur l'art, ça développe le thème de la soirée, c'est pas forcément l'entrée que j'ai prise, tout ça, mais c'est vrai que je suis beaucoup à la famille, mais c'est vrai que j'ai vraiment très attachée à travailler avec les artistes, quels qu'ils soient. Moi, j'ai eu des présentations des personnalités qui avaient fait une immersion dans des laboratoires et qui, voilà, pour une semaine dans un laboratoire, faisaient des mini-CD. C'était très drôle, c'était dans un peu de l'académie. J'ai vu des expériences théâtrales, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je ne sais pas si on fait à Nice, mais on est sur un format et on a des lecteurs qui nous racontent leur expérience de campagne de scénographie qui sont en direct, c'est du théâtre vivant. Ils sont là, ils nous racontent, ils sont embarqués eux aussi et on parle avec eux en même. Moi j'ai entendu ce spectacle-là, j'ai vécu ce spectacle-là quelques années après avoir embarqué sur Calgas, et je vous avoue que c'était vraiment bien fait. Je m'envoyais sur le bateau, je m'envoyais dans un produit, je m'envoyais au petit du jour me dire que le verre ça me manquait, c'est pas là quoi. Et que le petit du jour, on se dit mais le verre en fait ça manque. Et donc voilà, il y a quand même aussi ce travail qui se fait pour parler de l'émotion, la manière justement de toucher peut-être les personnes, l'ensemble des personnes, les citoyens, les décideurs. Ça peut peut-être passer par certaines formes de médiation artistique pour que les gens se saisissent des enjeux qui sont essentiels, c'est les écosystèmes dans lesquels on vit, que ce soit les écosystèmes marins ou terrestres. Donc c'est vrai qu'on va demander une deuxième année qui n'aura pas. Donc il faut quand même trouver une solution parce que là, Est-ce qu'il y a une autre question? Par rapport au Canada, justement, et vis-à-vis d'autres pays, parce que là, notre mère s'intéresse au littoral plutôt français ou outre-mer, est-ce qu'il y a des collaborations avec, notamment, je pense etc. Est-ce qu'il y a des réponses qui se faire? On est dans un monde scientifique, donc de fait il y a des collaborations avec des monde entier, je pense, il y a des collaborations partout. Je ne suis pas sur des activités de recherche. Et alors justement, les degrés et les critères, et les degrés, comment vous harmonisez? On voit bien, entre le droit américain et français, par exemple, c'est très compliqué. Oui. Au niveau surtout sur le partage de données, mais sur le niveau européen, il n'y a pas de difficulté. C'est-à-dire que nous, on voit énormément de données sur la prévention des maladies justement qui est stable dans tous les pays européens. On a des standards de données qui sont les mêmes. Alors ça veut dire que ce n'est pas forcément un standard d'archivage, on a transformé les données dans un standard qui va permettre de partir à les données, de partir dans la base de données internationale. Et tout ça permet à n'importe quel chercheur ensuite d'aller le chercher, qu'il soit aujourd'hui, allemand, c'est pas marché, canadien, c'est pas marché aussi. Et puis, donc ça c'est sur la partie données. Sur la partie collaboration scientifique, les chercheurs sont plutôt partis de la télé, mais la thématique de la télé, on retrouve déjà des choses. Il y a bien un modèle qui s'appelle ici sur la question des stocks halieutiques, par exemple. Sur la préservation du système littoraux. Le directeur du département Vidéo était au Gabon la semaine dernière, pour collaboration France au Gabon, sur les enjeux de l'adaptation du marin. On a un chercheur qui travaillait pas très longtemps sur les questions d'expertise, il est spécialisé en micro-algétique, il va intervenir en Sénégal, si je ne dis pas de bêtises, sur des problèmes dermatoses des pêcheurs. Vous avez des spécialistes, vous avez du mal à savoir où vous savez, et en fait, c'était une micro-algétique qui fonctionnait ça. Là, on est sur toute la publique, mais aussi à l'international. Après, je ne vais pas vous détailler avec tous les éléments de notre recherche qu'on a, par exemple, sur la. Vous n'allez pas connaître, mais c'est quelque chose d'important, mais il y a des flotteurs.
C'est pas des flotteurs armes, ils ont des indicateurs, ils sont formés pour tous les océans, et c'est vraiment des données essentielles mondiales. Voilà, il y a une grosse collaboration France-États-Unis sur les flotteurs armes. C'est aussi des enjeux aujourd'hui, ils en parlent pas à la Nice, parce que les États-Unis touchent pour l'instant des financements en gros. Donc ça va être un sacré enjeu mondial, mais aussi à continuer à faire fonctionner l'ensemble de cette flottille de capteurs qui parcourent les océans pour comprendre les dynamiques des grands océans. En soutien des Américains, c'est effectivement ça. Donc ça va pas. Des collaborations scientifiques, on en a plein. Je ne connais pas exactement c'est avec le Canada, je suis vraiment nerveux parce que je ne sais pas forcément l'information. Je suis vraiment remerciée pour cette présentation. Nous, dans un module exclusivement luminescent de Québec, on travaille justement sur le rapprochement entre les peuples et quand on va à la rencontre des études sur le terrain, la conception des océans, de la mer, de la terre, tout ça, est très différente sur le plan de la recherche, de notre conception, de chercheur selon ce territoire, va extraire des données, va réfléchir des articles par rapport à ces données-là. Il y a pas une résistance défendue de la part des écoles qui se disent, mais nous, la terre, pour nous, c'est la terre-mère, c'est notre identité, c'est pas un objet de recherche. Et souvent, dresser un portrait qui est peu reluisant de la santé des océans, parce que c'est ce qui se passe. Et pour eux, c'était avec la sécurité alimentaire, donc ça revient aussi au cœur de leur revendication. Ils sont, à juste titre, ne veulent pas être juste un objet de recherche, veulent être un partenaire de façon égale dans un projet justement de recherche. Donc, c'est intéressant, je trouve qu'on est dans un momentum, dans un esprit de réconciliation. Pour nous comprendre justement comment le territoire a été utilisé pour vraiment avoir un colonialisme à leur endroit. En fait, on utilisait le territoire pour atteindre la langue, la culture. Donc, je me demandais justement, est-ce qu'un sujet de recherche comme celui-là, ça ne force pas à être interdisciplinaire, à justement penser à tout le reste de l'océan qui est très important, mais comment ça nous engage dans cette route de réconciliation? C'est vraiment très intéressant ce que vous témoignez, c'est vraiment très intéressant. Ça me fait penser à un projet qui a eu, qui est assez récent, qui a juste terminé il y a un an ou deux. Le projet s'appelait Rétroscope, il faisait la rétrospective de plusieurs zones chicoles en France, et c'était vraiment un projet interdisciplinaire, c'est-à-dire des scientifiques qui avaient regardé la contamination, plutôt la science marine. Et il y avait aussi des socio-économistes qui étaient là, qui avaient regardé l'utilisation des territoires. Et le projet, il a été discuté, il a été présenté aux professionnels. C'est un parallèle que je fais avec la France, où ça nous arrive d'avoir aussi des collaborations avec le monde professionnel. On est un peu dans cette situation-là, je fais ce qu'on avait là, j'imagine. Et c'est qu'ils ne veulent pas être que des objets d'études, en fait, parce que eux, c'est aussi leur background, que ce soit des pêcheurs, que ce soit des agriculteurs, sur les territoires, ils ont aussi besoin d'avoir un écosystème qui fonctionne correctement. C'est la seule manière de pouvoir réfléchir, de pouvoir produire des paysages. Mais pas simplement d'être observé, de venir récupérer des données pour que les scientifiques fassent des travaux là et que ce soit concret pour eux. J'imagine que de la même manière que pour vous, les producteurs, ils ont envie d'être impliqués, de se lever, de pouvoir suivre les travaux, que ce soit à la fin, que ce soit vraiment concret pour eux. Sinon, c'est une question peu d'intérêt à participer, à donner accès à leur territoire. Mais c'est vrai que c'est essentiel. Enfin, je vous raconter mon parcours professionnel, ma toute première expérience, c'était à Madagascar. J'étais toute jeune à l'époque, mais j'étais parfois un peu désolée, c'est encore désolée, c'est un terme qui est mineur, j'étais parfois vraiment navrée de voir à quel point, pour des enjeux de préservation de la forêt, il y avait des interdictions de tout qui avaient été faites aux populations locales, sans se demander si derrière ils allaient vivre en fait. Comment ils allaient vivre à l'époque, ils avaient le droit de couper la forêt, le droit de c'est bien de pouvoir protéger les humains, enfin voilà, moi aussi j'adore les humains, mais c'est
Mais les populations locales, quand elles ont un projet, c'est quand même compliqué. Alors parfois, il y avait des programmes qui pouvaient considérer, je pense à des populations qui étaient sur les zones côtières, en se disant on va les accompagner à l'unité de pêcheurs, qui puissent avoir une autre activité qui est initiale. Bon, moi, quand j'étais sur le territoire, une grosse maillage sur la zone côtière, les filets de pêche qu'on leur avait fournis, c'était jamais arrivé. Bon, au bout d'un moment, ils se sont revenus à la commune, en fait, c'était la zone dernière du suivi. Donc c'est vrai que, en fait, quand on s'attache à ces enjeux-là, je trouve qu'il faut effectivement, faut savoir être aussi parfois très humble et en capacité de venir sur le territoire et de considérer le territoire dans son ensemble. Ça va être la seule manière de l'appréhender correctement et de mon point de vue d'avoir des propositions qui sont aussi pertinentes. Si on a oublié de regarder un peu de ce qui se passe sur le territoire, une population qui était là, on n'avait pas le temps de la considérer. Donc voilà, la proposition, on ne pourra pas dire qu'elle est pertinente. À mon avis, c'est tout dans ça. Mais ce que vous faites sur le territoire, c'est impressionnant. Bravo pour votre travail. Merci Lucille. Une dernière question peut-être pour justement évoquer des frayeurs que vous pourriez avoir par rapport au monde sous-marin ou voire maritime. Est-ce que vous avez confiance en cette science qui travaille pour vous? Alors, est-ce que tu as des manifestations d'amour de la part de ceux qui ont confiance en cette science? Est-ce que ça arrive quand même? Ou est-ce que vous êtes vraiment dans une sorte de backstage où les gens n'ont pas accès et ne comprennent pas ce que vous faites? Non, il y a une manifestation de confiance en particulier quand on va parler, quand on est auprès des personnes, en fait, quand on est sur des interventions publiques, quand on est dans les écoles, les enfants, ils sont passionnés et c'est aussi passionnant de pouvoir leur transmettre ces informations-là. On voit qu'ils sont intéressés. Quand on est sur des stands à l'extérieur, donc même, pas que le public, les gens sont vraiment intéressés. On a la chance d'avoir un domaine d'intervention qui rend curieux, en fait. Les gens ils viennent voir. Il y a certains endroits de l'océan en particulier, les plus profonds, on les connaît moins bien que certains territoires de la Lune. Enfin, je suis là, il faut se le dire. La science océanographique et la science spatiale n'ont pas toujours avancé au même rythme. Vous êtes assez proche, non? Il y a pas mal de choses qui se font ensemble. On a un laboratoire, le LOPS en l'occurrence, qui travaille beaucoup avec le CNES, parce que de plus en plus on utilise l'imagerie spatiale, alors pas forcément regarder la Lune, mais on utilise les satellites pour aller regarder, pour mieux comprendre les océans, la température, les hauteurs de mer, etc. Donc ça, c'est des collaborations qui sont effectivement essentielles et très présentes. Et oui, on a ces manifestations-là. Alors parfois, on a des manifestations un peu plus chagrines, mais c'est aussi parce qu'on montre peut-être ce qui dérange parfois, et c'est comme ça. On le montre, parce qu'on va le montrer. Mais la plupart du temps, ça se passe bien. Alors après, je vois bien aimer avoir mon fils qui crie un grand oui, j'ai confiance en la science, ils l'ont pas fait, mais j'espère profondément qu'ils y croient quand même, parce que c'est vraiment essentiel. Soyez rassurés, je sais pas, mais en tout cas, soyez rassurés que les équipes scientifiques, que ce soit chez nous ou dans les établissements, elles sont vraiment sincères dans leur métier. Il y a des cadres déontologiques qui sont là. Enfin, les données, quand vous regardez des données, si vous prenez le temps de regarder des données scientifiques, hein, pas juste, je sais pas, moi je connais pas bien les réseaux sociaux, j'ai pas beaucoup ça, mais les Instagram et autres. Voilà, prenez le temps d'aller regarder la source de la donnée. Et si vous voyez que la source de la donnée, elle vous semble véridique, pertinente et légitime, et ben, vous pouvez a priori la croire. Maintenant, si vous voyez qu'il n'y a même pas de source dans la donnée qu'on vous présente, ben là, vous pouvez être un petit peu plus sceptique et peut-être aller chercher ailleurs. D'ailleurs, vous pouvez voir des équipes générales. Et à partir du moment où vous avez une source et que vous avez identifié que la source elle vous semble sérieuse, vous pouvez croire, mais c'est vrai que dans le monde actuel, il faut être en capacité de vérifier les sources. Ça, c'est quand même essentiel. Et alors, vous avez des sources et des données qui remontent loin, dans le temps, pour faire des comparatifs. Oui. Bah là, sur l'observation côtière, par exemple, on a plus de 30 ans de données, ce qui permet effectivement de pouvoir comparer, de regarder comment évolue
chercheurs, qui a la Sorbonne d'ailleurs, qui travaillent avec l'OFB et l'Université de Liège, ils interviennent pour. Pardon ? Antoine Mondel. Non, ça va revenir tout à l'heure, je vais me dire, j'ai perdu son nom et son famille. Qui travaillent sur. Ils interviennent aussi pour le ministère de l'Environnement sur la prévention du phosphate sur les habitats pélagiques. Ils nous ont demandé qu'on puisse envoyer des données pour qu'eux puissent ensuite faire leur évaluation. Et la règle, c'est qu'il faut qu'on arrive à mettre des données formales, etc., et qu'on envoie au minimum 10 ans de données. Sinon, leur modèle ne pourrait pas être pertinent. Ça va donner des résultats, mais c'est très pertinent. Donc, ça, c'est voilà, d'avoir pas de temps de données relativement anciens, mais disons c'est la période minimale. Nous, on a 20 ou 30 ans de données, ça dépend. En tout cas, 30 ans de données bien archivées, parce qu'on avait certainement avant, mais c'est peut-être aujourd'hui plus de Nous, ça nous intéresse beaucoup en art parce que on avait vu par exemple pour l'exposition Le Carnaval des animaux à la Fondation Cartier, un artiste qui avait enregistré à 20 ans de différence le son de différents endroits dans le monde, et donc qui montrait la disparition de certains types d'oiseaux qu'on n'entendait plus. Et donc cette relation au temps est utilisée par les artistes pour justement permettre de rendre visible le travail que vous faites avec les données. Je ne sais pas si on a des sons. Je t'enverrai l'exemple, mais c'est intéressant. J'ai vu des écologues qui le faisaient sur certaines cliniques de réfugiés, comme ça, pas de temps de 10 ans, et on entend les oiseaux qui sont un peu, Moi, j'ai vu des ormeaux sur les plages de Bretagne. Merci beaucoup, Lucie.